De très nombreuses questions restent en suspens après la chute du régime Maduro. Une chute entraînée par une opération militaire américaine, des frappes sur la capitale, Caracas, ainsi que sur plusieurs régions. La capture du couple Maduro. Donald Trump doit s'exprimer à 17h, heure de Paris, lors d'une conférence de presse. L'état d'urgence a été déclaré au Venezuela. Les forces de défense ont été mobilisées. Nous retrouverons notre correspondante à Caracas. Et puis, analyse sur ce plateau avec Pascal Drouot, Jean-Claude Beaujour et Gauthier Ribinski qui vont nous accompagner. Les habitants de Caracas ont donc été brutalement réveillés au cœur de la nuit par des frappes américaines. Puis quelques heures plus tard, Donald Trump, qui était resté silencieux, a confirmé que les forces spéciales américaines avaient capturé le président Nicolas Maduro ainsi que son épouse. Alors, nous ne savons pas où il se trouve pour l'instant. La vice-présidente vénézuélienne exige d'ailleurs des preuves de vie. Cette intervention américaine pose bien évidemment des questions de légalité, de légitimité. C'est aussi l'après-Maduro qui se pose, autant de points que nous évoquerons dans un instant avec Gauthier Ribinski et nos invités, donc Pascal Drouot et Jean-Claude Beaujour. Mais avant cela, revenons en images avec Axel Simon sur cette nuit qui a fait basculer le régime Maduro. De fortes explosions, des survols de missiles, d'avions et d'hélicoptères au-dessus de Caracas, et quelques minutes plus tard, des colonnes de fumée au-dessus de la capitale vénézuélienne. Les habitants de la région de Caracas ont été réveillés en pleine nuit par une série de frappes américaines. Donald Trump avait promis ces dernières semaines de mener des opérations terrestres dans le pays. Samedi, la Maison-Blanche confirmait une attaque de grande envergure et affirmait avoir capturé et exfiltré le président vénézuélien et son épouse. Depuis quelques semaines, Donald Trump promettait que les jours de Nicolas Maduro à la tête du pays étaient comptés. À Caracas, les autorités vénézuéliennes ont dénoncé une très grave agression militaire, décrété l'état d'urgence et appelé à la mobilisation. La vice-présidente a annoncé maintenir le plan stratégique de défense du pays. Le ministère de la Défense a promis, lui, le déploiement massif de tous les moyens militaires du pays. Sur l'ensemble du territoire, nous déploierons massivement toutes nos capacités militaires d'ordre terrestre, aérienne, navale, fluviale, ainsi que nos missiles pour une défense intégrale. Depuis la fin du mois d'août, l'armée américaine avait mené plus d'une trentaine de frappes contre des embarcations impliquées selon elle dans des opérations de narcotrafic dans le Pacifique et les Caraïbes au nom de la lutte antidrogue menée par Washington. Les États-Unis avaient considérablement renforcé leur présence militaire dans la région, avec notamment un porte-avions, des navires de guerre et des avions de chasse stationnés dans les Caraïbes. Samedi, le numéro 2 du département d'État américain a déclaré que le Venezuela était désormais à l'aube d'une nouvelle ère après la capture par les forces américaines du président vénézuélien Nicolas Maduro. Voilà, alors on va essayer de comprendre ce qui se joue depuis plusieurs heures au Venezuela. C'est quand même un coup de théâtre auquel on assiste. On savait les États-Unis, la volonté des États-Unis de faire pression sur ce régime Maduro, de faire pression pour des raisons notamment de lutte contre les narcotrafiquants, mais de là à faire tomber lors d'une opération spéciale américaine Nicolas Maduro, c'est pas évident. Je vous représente nos invités qui nous accompagnent ce midi. Pascal Drouot, bonjour, vous êtes spécialiste donc, de l'Amérique latine, chercheur associé de l'Institut Choiseul. Jean-Claude Beaujour, bonjour. Vous êtes avocat international spécialiste des États-Unis, président du Forum transatlantique. Et puis Gauthier Ribinski, notre chroniqueur international, qui est avec nous depuis ce matin et qui suit avec nous depuis les premières heures de ces frappes américaines. Gauthier, alors Pascal Drouot, c'est vrai que cette chute de Maduro, capturé par les forces spéciales américaines, vous auriez cru cela possible il y a encore quelques jours, quelques semaines? C'était une configuration qui vous semblait envisageable? Alors, je vais vous répondre clairement. Oui, et d'ailleurs, je n'ai cessé de le dire depuis des semaines. Tout ça s'est annoncé. C'est vraiment chronique d'une chute annoncée pour Nicolas Maduro depuis, en effet, déjà le mois d'août, puisque au mois d'août, Donald Trump a déclaré qu'il était en conflit armé, ouvrez les guillemets, contre le trafic de drogue, les trafics de drogue latino-américains, fermez les guillemets, et qu'il avait placé la figure de Nicolas Maduro, le président de facto
Mais celui qui n'a pas été élu lors des élections de juillet 2024, c'est son opposant Edmundo González Urrutia, qui a montré tous les actes électoraux qui avaient été élus, mais Nicolás Maduro a gardé, il avait la structure sécuritaire, la structure de l'État avec lui, parce que c'est ça la clé de compréhension, la dimension corruption dans la poche qui lui permettait de garder à lui le commandement suprême des forces armées vénézuéliennes, tout cet instrument sécuritaire, je pense notamment aux collectivos, vous savez, tous ces jeunes qui sont derrière les motos, notamment à Caracas, avec un bâton à la main et qui font régner la terreur, je l'ai vu tout au long de ces 15 dernières années. Donc voilà, donc tout ça c'est chronique vraiment d'une chute annoncée, conceptualisée dans le document de la Maison-Blanche de sécurité nationale que vous connaissez, Jean-Claude et M. Rybicki, et dans lequel tout est dit en fait. Ce qui était dit, c'était la reprise en main du continent latino-américain, avec des figures centrales qui étaient considérées comme des ennemis, comme des terroristes, comme des narco-terroristes. C'était le cas de Nicolás Maduro. Il s'agissait de savoir quand l'opération allait être menée. C'est aujourd'hui. Jean-Claude Beaujour. Il faut dire que Donald Trump a beaucoup été aidé par le contexte. Le Venezuela, lorsque j'étais très jeune, était considéré comme l'Eldorado de l'Amérique latine parce qu'effectivement, il y avait le pétrole, c'était un État proche des États-Unis, en même temps puissant dans les Caraïbes. Et là, le Venezuela est tombé en l'espace de 20-30 ans comme un petit pays où la dictature, donc difficultés économiques, la dictature s'est installée. Vous avez en Floride un nombre considérable de Vénézuéliens qui ont fui le régime au cours des 30 dernières années. Donc là-dessus, il y avait un terreau. Maintenant, le vrai sujet, ça va être comment la suite va être organisée. Parce que vous avez dit une chose qui est intéressante. Vous avez dit le régime est tombé. Maduro est tombé. Mais le régime, moi, je veux voir ce que dit la vice-présidente, je veux voir est-ce que finalement ils disent le pouvoir, en tout cas la vice-présidente dit on remet le pouvoir, on prend des élections, qu'est-ce qu'on fait, premièrement. Deuxièmement, ce qui va être important, c'est comment la communauté internationale accompagne cela, parce que aussi, bien évidemment, Maduro est corrompu, c'est un dictateur, etc. Maintenant, il reste qu'à accompagner juridiquement le processus, parce que défaire un président, en dépit du régime politique que nous détestons, mais défaire un président, c'est en contradiction avec la Charte des Nations Unies. Voilà, ça c'est un sujet. Et donc, pour que nous puissions avancer dans ce dossier, il me semble qu'il faudra que les États-Unis aient l'appui de ses partenaires occidentaux pour effectivement ne pas donner le sentiment que les États-Unis décident que tel ou tel reste ou ne reste pas au pouvoir en dépit de la personnalité de Maduro. Le Venezuela a demandé effectivement une réunion du Conseil de sécurité. Ça va jouer aux Nations Unies. Vous nous en parliez tout à l'heure, Gauthier Rybicki, de ce qu'évoque à l'instant Jean-Claude Beaujour. C'est vrai que c'est un homme qui tombe, mais il reste dans toute la structure de l'État des supporters du chavisme et plus encore. Oui, parce que dans l'histoire du Venezuela, il y a bien sûr Hugo Chavez et Maduro, mais qui ne sont pas des personnes imposant leur modèle. Il existe, il préexiste, en quelque sorte. Et il y a un attachement de certains Vénézuéliens à cette forme de rébellion profondément ancrée culturellement dans un monde anti-anglophone, dans un monde hispanophone, profondément ancrée dans l'idée que les êtres humains doivent s'émanciper, et surtout quand ils ont une espèce de mer de marâtre, les États-Unis à côté. Et vous voyez tout ça, au-delà même de la corruption, c'est pas du tout une excuse, mais au-delà de la corruption, au-delà de la manière dont le régime est pensé en termes de coercition, il y a quand même des gens qui restent attachés. Je ne sais pas quelle est la proportion exactement, mais en tout cas, on va voir comment cette intervention américaine est captée, est appréciée par les Vénézuéliens, parce que vous avez dans certains pays des gens qui vous disent « je suis fermement opposé au régime d'un tel », mais de là à ouvrir les portes et à dire bravo à une intervention extérieure, en plus américaine, là, il y a... il y a un travail qui n'est pas effectué forcément.
Oui, tout à fait. Alors, M. Rumbisky a totalement raison quand il dit ce sentiment d'indépendance, ce sentiment de fierté nationale qui est totalement consubstantiel de l'Amérique latine. En plus, le Venezuela, c'est la terre de Simon Bolivar, qui est le symbole de la libération, de l'indépendance lors du 19e siècle. Et permettez-moi de penser aussi à des pays tellement en difficulté comme Haïti, qui est le premier pays à avoir mis fin à l'esclavage et être indépendant après les États-Unis sur le continent américain. Et donc, c'est pourquoi je dirais quel désastre. Quel désastre cette situation. Un pays si riche, un pays qui est en Amérique latine au terme de 30 années de bon voisinage avec les États-Unis, aujourd'hui confronté à une intervention comme aux bonnes heures de Noriega en 89 notamment, comme aux bonnes heures de la Grenade en 83. Donc c'est tout cet environnement-là, mais en effet, oui, il y a bien évidemment la problématique du droit, mais la dérive était là. 8 millions de Vénézuéliens sont partis, se sont répartis dans les Amériques, vers les États-Unis, jusqu'au Chili, ce qui a eu conduit d'ailleurs au changement politique de ces dernières semaines au Chili, où la main ferme a été prônée. Bref, ça illustre en effet toute une évolution sur le continent. Pascal Drouin, on va rejoindre notre correspondante à Caracas, Alice Campagnol, qui justement va pouvoir nous dire comment les Vénézuéliens réagissent. Alors il y a peut-être aussi 2 poids 2 mesures dans la capitale et à l'extérieur de la capitale. Alice, vous nous parliez effectivement d'applaudissements quand on vous avait eu au moment de l'annonce, parce qu'on avait vécu ça en direct avec vous au moment de l'annonce par Donald Trump de la capture de Nicolas Maduro et de son épouse, mais vous évoquiez tout à l'heure plutôt de la prudence à présent, alors que les événements suivent leur cours. Oui, tout à fait, et c'est toujours le cas, hein. Comme je vous le disais tout à l'heure, la rue est extrêmement calme. Il n'y a personne qui est sorti. Pour le moment, je pense que les gens sont inquiets, sont dans la retenue, comme nous le disions plus tôt, car maintenant, c'est toute une série de questions qui s'ouvrent aux Vénézuéliens. Maintenant que Nicolas Maduro n'est plus au pouvoir, oui, très bien, mais quoi? Mais quoi maintenant? Que va-t-il se passer? Qui va lui succéder? Donc vous en parliez, il semblerait que c'est la vice-présidente Delcy Rodriguez, mais comme vous le disiez sur le plateau, finalement, c'est toujours tout un système qui est au pouvoir au Venezuela, et les Vénézuéliens ne sont pas pour le moment dans la tranquillité et dans la joie, puisqu'on ne sait pas ce qui va se passer ici dans le pays. D'autant plus que ça reste un régime autoritaire. L'état d'urgence a été déclaré. Les autorités ont annoncé le déploiement massif de tous les moyens militaires. Donc c'est vrai qu'en interne aussi, on ne sait pas comment les choses vont évoluer. Tout à fait, et je le rappelle, donc au-delà d'être un pays dirigé par des militaires extrêmement loyaux, le Venezuela est également un pays extrêmement armé, et où il y a notamment des colectivos, des groupes armés par le gouvernement et qui sont prêts à en découdre, qui sont prêts donc à défendre leur pays, eux qui sont donc des partisans de Nicolas Maduro et de ses proches. C'est des gens qui sont anti-impérialistes et qui refusent une intervention étrangère, et donc qui répondent de ces appels que l'on a vus du ministre de la Défense ou même du ministre de l'Intérieur, des gens disposés donc à se battre, et en tout cas à ne pas que le pays ou les gens qui sont contre Nicolas Maduro prennent le pouvoir. Alice, on l'évoquait tout à l'heure, Nicolas Maduro craignait cette issue, il s'y était préparé, et c'est vrai que, vous venez de le dire, il y a une cour, des personnes très loyales autour de lui en principe, donc c'est vrai que ça interroge sur d'éventuelles complicités intérieures. On se demande comment cette opération militaire américaine a pu se dérouler, comment est-ce qu'ils ont pu parvenir à capturer Nicolas Maduro. Oui, c'est vrai, c'est la grande question. Y a-t-il eu finalement à l'interne des complicités? C'est un peu obligé, on imagine, pour arriver à atteindre Nicolas Maduro, qui était extrêmement protégé ces dernières semaines. Il semblerait qu'il avait renforcé ses mesures de sécurité autour de lui, donc être parvenu à le capturer, cela implique, il semblerait donc, des
complicité, même si au fond, nous n'en savons rien. Et il nous paraissait ces derniers temps que les dirigeants autour de lui, ses proches, avaient resserré les rangs face à ces attaques, face à ces menaces des États-Unis. Donc d'où vient finalement la trahison? On n'en sait rien, mais il semblerait qu'il y en ait une. Je vous remercie beaucoup, Alice, d'avoir réagi sur notre antenne. C'est vrai qu'on attend avec impatience la conférence de presse de Donald Trump à 17h heure de Paris, parce qu'on aura certainement davantage d'éléments de contexte, mais aussi d'ambition des États-Unis après cette chute de Nicolas Maduro. Jean-Claude Beaujon, vous vouliez réagir sur notamment ce régime militaire qui est extrêmement soudé. Par rapport à ce qui vient d'être dit, il y a forcément eu des complicités, parce que sans être un spécialiste des services secrets, il est évident que ce type d'opération ne se mène pas sans que l'on ait des pions à l'intérieur. Ça, c'est la première chose. Et l'interview qui a été proposée par le message d'Alice consistait à dire, ben oui, il y a des partisans. Bien sûr, dans un régime autoritaire, vous avez forcément des gens qui vous sont des obligés, parce que le système est fait pour cela. Et c'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, lorsque je disais qu'il faut voir comment nous allons, nous, occidentaux, accompagner cette démarche. Je ne parle pas du fait de le déposer, mais du fait de mettre un terme à ce régime corrompu, accompagner cette démarche. Pourquoi? Parce que si il n'y a pas de la pédagogie, si on n'a pas le sentiment que c'est la communauté internationale et que c'est seulement les États-Unis, eh bien vous pouvez avoir un système où au fond vous aurez déposé Maduro, mais vous aurez une poche de résistance qui va vous pourrir la vie. Et juste une comparaison, je pense que vous comprendrez ce que je veux dire. Très récemment, j'entendais aussi pour l'Iran pareil. Certains Iraniens me disaient, on veut le départ des mollahs, mais attention, il faut que ça vienne de l'intérieur du pays. Donc là encore, je ne faisais pas du juridisme quand je disais attention, il y a, et je sais que c'est pas dans ce sens-là que ça avait été dit, mais c'est de dire, si on parle de la Charte des Nations Unies, c'est parce qu'il ne faut pas ignorer les textes internationaux, parce que ce sont ceux-là qui vont nous être renvoyés à la figure. On dira, ben, 2 poids 2 mesures, c'est inacceptable, vous prenez le droit, vous ne le respectez pas. Et c'est là où je dis que nous avons une responsabilité, communauté internationale, c'est de dire, on veut lutter contre le narcotrafic. Et par exemple, Madrid a proposé d'être médiateur. Je pense que la France le devrait. La France le devrait tout d'abord parce que nous sommes minés par le narcotrafic et que le Venezuela, la Colombie sont des points d'arrivée de la drogue en Guyane française, à la Guadeloupe, à la Martinique. Donc ça touche directement la France qui est un État des Caraïbes. J'ajoute que comme nous sommes un État des Caraïbes, nous sommes concernés. Donc là-dessus, nous avons une voix à porter. Enfin, je rappellerai juste pour dire à quel point sur le plan pratique, c'est la réalité. C'est qu'aujourd'hui, du fait de cette opération, l'espace aérien à titre de sécurité, un certain nombre de compagnies aériennes françaises ont interrompu leur vol entre Paris, Pointe-à-Pitre et Fort-de-France et Saint-Martin, donc terre française, continuité française n'est pas assurée du fait de cette opération. Donc nous avons tout à fait autorité, légitimité à participer à cette affaire en tout état de cause. Et je dis bien non pas du tout du fait de prendre Maduro, mais d'accompagner la suite, parce qu'il faudra l'accompagner en tout état de cause. Et la manière dont cela a été fait, Pascal de Toulouse. Oui, mais comme toujours, on voit bien que le droit dépend de la force, dépend de l'usage des armes et est variable en fonction. C'est terrible ce que je dis, mais tout au long des décennies qui sont passées, le droit d'ingérence, dès les années 90, il a émergé. La France a voulu intervenir en Syrie en 2013. Au dernier moment, rappelez-vous, elle ne l'a pas fait. Pourquoi ? Parce que les États-Unis n'ont pas voulu accompagner avec les armes. Oui. Donc, par exemple, et Jean-Claude a parfaitement raison quand il parle de l'Iran, etc. Donc, et rappelons-nous l'Irak, tout ça. Le droit, c'est un constat que je fais, dépend de cet usage de la force. Et on voit bien, en effet, que depuis le retour de Donald Trump, en début d'année 2025, aux affaires, l'Amérique latine change. Pourquoi ? Parce que pour les États-Unis, dans un cadre géopolitique sous tension, l'Amérique latine, c'est l'ouest de l'Occident, c'est l'hémisphère occidental, c'est ce qu'ils appellent l'hémisphère occidental. Sous-entendu, c'est notre zone d'influence. C'est ce qu'ils appellent le corollaire Trump
à la doctrine Monroe. C'est le terme officiel qui est utilisé à Washington. C'est reprendre le contrôle du continent dans Alors une qu'ils avaient approche. complètement laissé filer ces dernières années. C'était la politique du bon voisinage. Vous avez parfaitement raison, Aude. Et puis parce qu'ils regardaient vers l'Indo-Pacifique exclusivement. Bien sûr, et qu'ils étaient obnubilés par la problématique, en effet, chinoise, mais à l'autre bout de la planète. Alors qu'ils s'infiltraient en Amérique latine. Mais l'Amérique latine est devenue chinoise. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, lorsque Donald Trump est arrivé, il a lancé un message immédiat en parlant du Panama. Mais c'est pas le Panama qui l'intéressait. Parce qu'il savait qu'il pouvait reprendre le contrôle du canal facilement. D'ailleurs, les entreprises chinoises ont vendu et le canal est redevenu, on va dire, sous contrôle sécuritaire américain très vite. C'est Shanghai. Shanghai, c'est le plus grand port du Pérou. 5 milliards d'investissements chinois inaugurés au Pérou, côté Pacifique, inaugurés par Xi Jinping. Ça n'est pas rien, et qui va bouleverser le commerce pacifique. Et je parie que la force d'attraction va être tellement grande que de l'autre côté, l'Atlantique, le Brésil, avec pour premier partenaire la Chine commercial, le premier partenaire du Brésil, c'est la Chine. Et c'était la même chose sous Bolsonaro. L'Argentine, tous ces pays commençaient à regarder avec la Chine vers le Pacifique. Donc c'est vrai que Trump entend remettre de l'ordre, on est d'accord ou pas d'accord, je veux dire, c'est bien, pas bien, mais j'analyse avec les yeux américains et latino-américains, il entend remettre de l'ordre dans la maison. C'est comme ça que c'est perçu. Et d'ailleurs, en s'appuyant sur des alliés latino-américains. Le dernier, c'est le Chilien. Mais vous avez Milei en Argentine. Vous avez Daniel Noboa en Équateur. Vous avez Nayib Bukele au Salvador. Et désormais, le nouveau président Asfoura au Honduras. Et bien entendu, dans les Caraïbes, des points d'appui. Je voudrais, si vous me le permettez, terminer par la présence de la France. Parce que là, Jean-Claude soulève un point extrêmement important pour nous, Français. La France, elle est terre latino-américaine. Notre première frontière avec un pays étranger, c'est le Brésil. La Guyane, Caracas, le Venezuela en tout cas, c'est Paris-Perpignan, Paris-Bayonne. C'est 800-900 km, pas plus. Nous, les Antilles, naturellement, bien sûr, avec un engagement fort, notamment des dispositifs de sécurité français en matière de lutte contre le narco. Ce sont près d'une vingtaine de tonnes de cocaïne qui ont été bloquées dans les Caraïbes et aux Antilles l'année dernière, 2025. Donc il y a cet engagement. Mais la présence politique n'existe pas, elle n'est pas entendue. Que dit la France ? Le ministre des Affaires étrangères était en Colombie, le chef de l'État français était au Brésil il y a quelques semaines. C'est à la France aussi de faire entendre une voix qui est écoutée en Amérique latine, parce qu'il y a cette relation, et j'en termine, cette relation de cœur, cette forme de passion mutuelle. Rappelez-vous de ce voyage de De Gaulle qui laisse des traces alors que nous sommes déjà en 2026. Effectivement. Exactement. Mais Pascal, c'est la raison pour laquelle je dis que c'est aujourd'hui que l'on voudrait entendre une voix. Alors, je sais bien, je n'ai pas encore les déclarations du Quai d'Orsay, toutes les déclarations du Quai d'Orsay, et puis surtout celles du président de la République. Il serait souhaitable, en tout cas c'est mon vœu, que le président de la République s'exprime parce que nous sommes un État des Caraïbes, parce que nous sommes concernés par le narcotrafic, parce que nous avons cette histoire politique. Et lorsque nous disions qu'il y a une fibre latino-américaine, pourquoi est-ce qu'il y a une fibre latino-américaine ? C'est parce que cette histoire coloniale, colonisation, colonie espagnole, les latino-américains se sont beaucoup inspirés de la culture politique française, et un certain nombre de leaders de l'opposition en Amérique latine, à l'époque des militaires, venaient se réfugier en France. Et donc on voit bien que nous ne pouvons pas simplement pour des questions de simple culture, c'est pas je t'aime moi non plus, c'est pas de la littérature, c'est véritablement parce qu'à un moment donné, lorsqu'on parle de la France forte et la France souveraine, d'une voix de notre pays, c'est en de telles circonstances où il faut rappeler ce que nous sommes, pas simplement au regard de l'histoire, mais aussi au regard de l'histoire, mais aussi au regard de notre réalité. Le narcotrafic, la sécurité de nos concitoyens en Outre-mer est déterminante dans la... Et quand je dis sécurité, il n'y a pas que la sécurité, c'est la sécurité au quotidien, parce que le narcotrafic mine les sociétés antillo-guyanaises, et donc il faut, et les peuples demandent que, les populations demandent que cela cesse. Donc là, on a envie d'entendre le président de la République. Et pour l'instant, effectivement, on n'a pas de déclaration d'Emmanuel Macron, ni du Quai
d'Orsay d'ailleurs. Merci beaucoup Jean-Claude Beaujour. On va continuer de soulever ce point-là et d'en parler. Je vous rappelle que donc, pour l'instant, donc, il est 13h24, on n'a pas de nouvelles donc, de Nicolás Maduro et de son épouse qui ont été capturés, exfiltrés par des forces spéciales américaines la nuit dernière, enfin au petit matin, heure française, la nuit dernière, heure de Caracas. Donald Trump doit donner une conférence de presse à 17h, heure de Paris. Et là, vous allez le voir sur des images, on a des partisans, des supporters de Nicolás Maduro qui se rassemblent pour demander bien évidemment des preuves de vie, puisqu'on ne sait pas où se trouve le président Nicolás Maduro, où il va être envoyé. Les autorités américaines ont indiqué qu'il devra rendre des comptes à la justice, mais là aussi on ne sait pas à quelle justice ils font référence. Voilà, on sait simplement que d'autres Vénézuéliens s'étaient félicités de son arrestation par les forces américaines, mais pour l'instant ils sont plutôt silencieux. Donc ce sont surtout les partisans de Nicolás Maduro qu'on entend à présent. Gauthier Rybinski, je reviens sur cette notion de narcotrafic, de légalité. C'est vrai qu'on est en train de se demander si pour combattre le narcotrafic, il va devenir légitime de pouvoir attaquer un pays et de pouvoir destituer son président. Et c'est là l'une des questions de droit qui est posée avec cette intervention américaine. Oui, parce que, alors, pour plusieurs raisons. La première, me semble-t-il, c'est que ce qui se dessine à travers une intervention américaine à laquelle, pour l'instant, très peu ont répondu avec animosité, avec critique. Regardez ce qu'a dit Poutine. C'est extrêmement sibyllin. C'est la constitution de ce monde multipolaire dont on parle, qui revient à dire « tu restes chez toi et je ne te chercherai pas des poux dans la tête » et inversement. Et c'est ça qui risque d'être consacré aussi comme étant une pratique dite normale. Et ça rejoint votre question, c'est qu'à partir de là, si moi je commets une infraction, si j'écorne le droit international, eh bien on ne me dira rien et je ne dirai rien si vous faites de même. Et donc c'est là qu'il y a quelque chose qui me semble définitif, parce que comment voulez-vous recoller les morceaux d'un monde qui aura appris, de la même manière que certains dirigeants auront appris de Poutine, ce monde aura appris qu'il n'y a pas, ou il n'y a plus de punition automatique quand on enfreint le droit. Nous interrompons un instant, excusez-moi Gauthier, parce qu'on apprend à l'instant que Nicolás Maduro et son épouse ont été inculpés à New York par une cour américaine. Donc voilà, c'est ce qu'on apprend à l'instant. Et donc on ne connaît pas encore les chefs d'inculpation et on ne sait pas encore ce qui va. Mais on imagine donc bien qu'ils sont en train d'être emmenés, conduits vers les États-Unis. Pardonnez-moi. Oui. Bon, là encore, on pourra se poser des questions, ce qui est extrêmement compliqué. Mais en fin de compte, il faut faire ce travail. Ce n'est pas parce que vous mettez le doigt sur ce qu'a été le régime de Maduro et le régime de Chavez, qui était au fond une sorte d'illusion couverte par la brillance rhétorique. Bien, on peut dire ça, mais ça ne vaut pas la peine non plus de se jeter dans les bras de Trump. On verra ce que c'est que ce procès. Qu'est-ce qu'il a? Est-ce que c'est pas une sorte de mascarade qui pourrait finalement consolider une forme d'opposition qui se rattraperait sur le chavisme? Inculpé pour drogue, terrorisme notamment. Voilà, ce qu'on apprend à l'instant. Alors, pardonnez-moi, comme je suis avocat, je suis obligé de dire, il ne peut pas y avoir de mascarade de la part des juges, mais je comprends votre propos. Ce qu'il faut, c'est que justement, à la fois qu'il y ait une justice qui soit rendue dans des conditions de tout état de droit, et ça c'est important, et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il est important qu'aujourd'hui, y compris pour l'administration de Donald Trump, que les mécanismes habituels se mettent en place pour qu'effectivement il puisse y avoir un accompagnement, parce que ce sont des personnes qui sont arrêtées, il y a un état de droit, il y a des règles qui sont prévues, voilà, il y a tout un processus qui doit être observé, sinon effectivement ça ne sera pas compris à la fois par la base populaire. Alors certes, on ne va pas convaincre les 100% de Vénézuéliens, mais il est important que ce type de démarche soit accompagné et qu'on ne donne pas le sentiment qu'il y ait deux poids,
de mesure. Et puis derrière, là encore, je dis bien qu'on est dans une opération un peu exceptionnelle, une situation un peu exceptionnelle, et qu'il faut là que l'administration Trump peut-être coopère, c'est pas peut-être, il serait souhaitable qu'elle coopère avec toutes les parties qui sont concernées, à commencer par les alliés. Parce que sinon, on aura le sentiment que ce sont des procès politiques. Et on vous dira, dans ce cas, on vous dit toujours, ce sont des procès politiques. La justice et des on va, vainqueurs. voilà. Donc, et c'est là où il faut être absolument attentif. Mais vous pensez que l'administration Trump est sensible à ce genre de considération? J'ai la faiblesse de croire que de temps en temps, Ou l'optimisme. il faut que nous soyons... notre rôle n'est pas que de commenter a posteriori, mais de rappeler, parce qu'on est aussi entendu à des modestes niveaux, de rappeler à nos amis, qu'ils soient américains, qu'ils soient autres, que parfois il faut entendre raison. C'est tout ce qu'on peut souhaiter, parce qu'on sait très bien que si les choses ne sont pas faites dans un certain ordre, ce sont des bombes à retardement, et on sait bien que les conflits, lisez un peu l'histoire, les conflits ne sont que la conséquence d'autres conflits mal gérés. Donc voilà, c'est tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que là encore ce soit, et en disant que le narcotrafic est un cancer pour nos sociétés. Donc là-dessus, il n'y a pas de discussion, mais il faut l'expliquer, il faut arriver à convaincre un certain nombre de gens. Oui, totalement d'accord. Le narcotrafic, c'était surtout un sujet de sécurité nationale pour tous sur le continent américain. Ça l'est en Europe, mais ça l'est aussi en Afrique. C'est un sujet de sécurité nationale parce que ça tue. Les cibles sont depuis des années clairement fixées, définies, et malheureusement, il y a des tués chaque semaine. Journalistes, les juges, les policiers, les figures politiques. Regardez Miguel Uribe en Colombie, 39 ans, pré-candidat présidentiel, assassiné 2 balles dans la tête. Je pense au maire de Manta en Équateur, 39 ans, Monsieur Indriago, 35 ans, qui a été assassiné aussi parce qu'il s'attaquait, il dénonçait la pénétration du narco dans le port de Manta. Je pense à ce procureur spécial de lutte contre le narcotrafic, Monsieur Pecci, Marcello Pecci, qui a été assassiné en Colombie en 2022 pendant sa lune de miel, aux côtés de sa femme, alors qu'il était sur le transat sur la plage. C'est comme ça que ça s'est passé. Et 2 jet skis arrivent et il se prend plusieurs balles dans la tête et c'est terminé. Bref, ça n'est pas un jeu. C'est une menace immédiate, non seulement pour des cibles, pour des personnes, mais aussi pour la gouvernance, pour les États, partout en Amérique latine. Et c'est pourquoi il y a d'ailleurs, depuis quelques mois, et Jean-Claude le sait bien, cette évolution, ces transitions nouvelles, cette volonté d'une sécurité qui rétablisse une autorité, ce sont des mots des États. Je pense notamment au Salvador avec Nayib Bukele, qui a mis fin aux gangs, mais en mettant tous ces gangs, 40 000 personnes, dans une méga prison, le Sécot. Bref, c'est tout cet environnement-là qui, aujourd'hui, a marqué l'évolution de l'Amérique latine. Premier point. Deuxièmement, Nicolás Maduro, il a joué avec le feu. Pourquoi ? Parce qu'il a voulu s'inscrire, depuis son arrivée au pouvoir à la suite de la mort de Hugo Chavez en 2013, dans une rupture avec l'Occident, dans cette conceptualisation d'un Sud global offensive qui devait renverser la gouvernance internationale née de 1945. Moi qui ai la chance, comme vous tous, de circuler dans le monde, et notamment dans le Sud, qui prône d'ailleurs une coopération Sud-Sud, je connais cette volonté d'indépendance, ces fiertés qu'il y a dans la majorité des pays, mais hélas, souvent, ce sentiment de volonté de s'en sortir tout seul est récupéré politiquement, et est récupéré sur une grille géopolitique qui n'est qu'une grille de tension et de guerre. Et aujourd'hui, alors même que nous vivons dans un environnement international de guerre, de tension, de fracture, c'est vrai que Nicolás Maduro a voulu, il est devenu le meilleur allié de l'Iran, le président iranien, mais bien sûr, le Hezbollah est présent, c'est le Hezbollah qui a pris en main le narcotrafic au Venezuela avec les échanges avec les armes. Bref, on est dans tout cet environnement qui est quelque part quand même désolant quand on pense que le Venezuela, ce sont les premières réserves de pétrole au monde, 18% devant l'Arabie Saoudite. Le Venezuela, ça devrait être le
Singapour latino-américain, prônant justement la paix, prônant l'unité d'un continent latino-américain pour se faire entendre. Or, l'Amérique latine, parce que ces fractures idéologiques qui partent du sentiment d'indépendance, et ça c'est tout à fait louable, mais ces fractures idéologiques, elles se sont positionnées sur des plaques tectoniques de conflits, et nous en avons aujourd'hui une illustration. Je voudrais rajouter un point sur ce que vient de dire Pascal. Quand on dit que la question du narcotrafic nous concerne au quotidien, vous voyez, on a entendu ce qui se passe à Marseille, on voit les violences dans nos banlieues, mais tout ça part d'où ? Eh bien, ça part du trafic de drogue qui se joue dans un certain nombre de pays, premièrement. Deuxièmement, on parle des questions migratoires à travers la planète. Problème migratoire aux États-Unis, problème migratoire dans la Méditerranée. Pourquoi ? Parce que la faiblesse des États, la violence dans les États d'origine sont à l'origine de migrations considérables de populations, alors même que l'on parle parfois de gens qui sont dans des pays qui ont des richesses. On disait tout à l'heure le chiffre de 8 millions de Vénézuéliens qui ont fui, mais ce sont ces gens-là que vous retrouvez à la porte, à la frontière américaine ou à une autre frontière. Ce sont ces gens-là que l'on retrouve. Et plutôt que de dire en permanence on va augmenter. Bien sûr qu'il faut gérer la question de la présence étrangère dans nos pays en Occident, bien sûr, et qu'il faut que les règles soient respectées. Mais ça n'est pas la seule solution. Simplement en augmentant le nombre de contrôles, de papiers, de tout ce que vous voulez, ça n'empêchera pas justement le flot de toutes ces personnes qui souffrent dans leur pays d'origine et qui viennent. Pourquoi ? Parce que, comme vient de le dire Pascal, la violence au Honduras, la violence au Venezuela, la violence en Colombie font que des dizaines et des dizaines de milliers de personnes quittent leur pays. Et je vais vous dire, madame, ce sont des chiffres, des volumes qui sont tels que tous les policiers du monde ne suffiront pas à régler le problème migratoire à travers la planète si nous ne luttons pas contre la violence, contre l'instabilité d'État, contre la corruption. Et là encore, je dis, ce sont des pays qui ont des moyens. Le Mexique est un pays riche, le Honduras, ce sont des pays qui ont des ressources. Comment expliquer que les Vénézuéliens qui ont tout ce pétrole, toute cette richesse, en sont à ce niveau de pauvreté ? Mais l'administration américaine, manifestement, ne fait pas le même raisonnement que vous, Je sais parce bien. que le vôtre est complexe et pertinent. Bon, voilà. Là aussi, moi, je me suis pris à me demander si la question du narcotrafic était centrale pour les Américains. Je pense qu'il y a, moralement, par rapport à une certaine base, la nécessité pour Trump de l'évoquer. Mais quand vous disiez fort justement que le tout sécuritaire, au fond, dans la question de la migration, c'est un peu comme un emplâtre sur une jambe de bois, si on ne résout pas les problèmes fondamentaux de la violence. Ça, pardonnez-moi, mais Trump, ça lui passe à 15 km au-dessus. Mais mon rôle n'est pas simplement ici de commenter M. Trump. Je sais bien. Mais justement, nous autres occidentaux, c'est aussi à nous, chaque fois qu'il nous est donné le pouvoir, de dire voilà ce que nous souhaitons. Et tantôt, et de dire aussi qu'on soit entendu par nos dirigeants, parce que ce que je voudrais, c'est que nos responsables français et européens, ce soit l'occasion pour eux de dire voilà ce que nous proposons sur la table. Il n'y a pas qu'un certain nombre de conflits à régler, parce que précisément, c'est ça aussi qu'il faut entendre, que nous ont dit un certain nombre, aussi bien sur le conflit au Proche-Orient que sur le conflit en Europe entre la Russie et l'Ukraine. Certains ont dit, et on a entendu certains pays africains dire, mais attendez, c'est une guerre entre vous. Nous, on veut pas se mêler à ça. Donc, il faut parfois regarder d'autres conflits et de dire, ben voilà, nous, on a notre mot à dire, en tout cas, on a une position à prendre. Après, je ne suis pas en train de vous dire que l'administration actuelle va suivre, l'administration américaine va suivre. En tous les cas, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas entendu de condamnation ou de commentaires de la France, d'Emmanuel Macron, du Quai d'Orsay. En revanche, il y a pas mal de réactions déjà. On a vu la Grande-Bretagne, l'Espagne, l'Allemagne, là, à l'instant, le Mexique. Évidemment, l'Iran avait immédiatement réagi soutenant Nicolas Maduro. Pour l'instant, c'est vrai qu'on ne sait toujours pas où se trouve le président Nicolas Maduro et son épouse. Je le disais, donc, il devra répondre aux États-Unis d'accusations liées à la drogue et au terrorisme. C'est ce que l'on vient d'apprendre à l'instant. Donc, on imagine bien qu'il va arriver sur le territoire américain. Je vous propose d'écouter le ministre vénézuélien de l'Intérieur qui s'est exprimé. Il reste extrêmement confiant, apparemment. La ciudad capital en Caracas. Nous sommes ici dans la capitale Caracas, après avoir évalué les dégâts causés par l'attaque criminelle et terroriste perpétrée contre notre peuple, contre notre patrie, contre nos infrastructures électriques, contre la révolution bolivarienne
Les forces militaires, les forces de police et notamment un contingent de la population ici présente sont prêtes à faire face à toute situation, à tout événement qui menacerait la paix de notre pays. Oui. Enfin, il faut qu'il fasse attention parce que Diosdado Cabello, il fait partie de ceux qui ont leur tête mise à prix par la DEA, l'administration américaine de lutte contre la drogue, comme d'ailleurs Vladimir Padrino, le ministre de la Défense. D'ailleurs, dans la réflexion, on peut se demander pourquoi est-ce qu'effectivement ils sont allés chercher uniquement Nicolas Maduro aujourd'hui et pourquoi ils ne seraient pas allés chercher les têtes pensantes, les autres têtes pensantes du régime Maduro. Parce que je pense qu'il y a une pénétration de toute façon américaine dans le corpus de l'État, dans l'entourage de Nicolas Maduro, qui est, je pense, déjà arrivé à New York avec son épouse Célia. Moi, j'en doute pas une seule seconde. Qu'il fallait frapper la tête. Le message est international, il est entendu sur la scène internationale. C'est en effet l'usage de la force, mais je dirais c'est aussi un message qui est envoyé à certains régimes. L'Iran, actuellement, il se passe quand même des choses extrêmement importantes actuellement en Iran. Donc c'est un message qui est aussi envoyé tout en étant focus actuellement, concentré sur le continent américain, sur la thématique de sécurité nationale. Parce que, Gauthier, c'est vrai que la drogue en Amérique latine, aux États-Unis, pour Donald Trump en tout cas, c'est 100 000 morts par an. Et donc il a clairement fait savoir que ça n'était plus admissible. C'est vrai que tout ça, ça s'inscrit dans un schéma politique, naturellement. Le schéma politique, c'était de dire stop, retour à l'identité américaine. Pour ça, stop à l'immigration. Totalement raison, je suis totalement en accord avec ce qu'a dit Jean-Claude, d'une part, et ça suffit le narco qui alimente les réseaux illicites, etc., etc. Donc on est dans ce déploiement-là, et avec évidemment une approche éminemment politique qui est de dire le front Sud global, anti-Occident, ça suffit chez moi, dans mon hémisphère. Il faut comprendre que pour eux, c'est l'hémisphère occidental, c'est leur zone d'influence. Quid désormais de Cuba ? Ça va être encore une autre résonance internationale, symbolique, historique, extraordinaire, incroyable. Cuba qui dénonce de Cuba un acte aujourd'hui, terroriste, évidemment. qui recevait 5% du pétrole vénézuélien, qui était totalement sous intraveineuse. J'ai beaucoup été à Cuba, notamment sur les problématiques d'énergie. On connaît la situation aujourd'hui socio-économique. Donc le régime est peut-être sur le point de tomber comme un fruit mort. On va voir. Attention à Cuba. Évidemment, remise en ordre pour le coup, si j'utilise cette rhétorique côté américain, dans les Caraïbes, je pense en Haïti, quand même l'homme fort de Haïti, aujourd'hui, il s'appelle Barbecue. Jimmy Chorizier, c'est le chef des gangs qui contrôle Port-au-Prince. Ça ne peut pas continuer. Alors c'est vrai que jusqu'à présent, le dialogue, la coopération, etc., ça a duré depuis des années. Mais ce que l'on voit, c'est qu'en face, ça a été une organisation méthodique. Parce que c'est du business, c'est beaucoup d'argent. C'est 1500 milliards de dollars depuis 2020, le narcotrafic dans la région, en Amérique latine. Est-ce que vous vous rendez compte par rapport au budget des États ? Le Venezuela, le budget de l'État, c'était 30 milliards. On parle d'une montagne d'un Everest de 1500 milliards. Donc, bien évidemment, il a fallu s'attaquer à la source. Et seuls les États-Unis, dans l'hémisphère occidental, ont cette capacité militaire, opérationnelle de le faire, et ils viennent de le faire. Je vous propose d'écouter notre correspondante à New York, Sarah Anderson, qui revient donc sur cette opération de ce matin, sur les déclarations de Donald Trump, puis continuera de parler d'un autre voisin aussi qui peut peut-être s'inquiéter, c'est la Colombie. Trump a fait son annonce sur son réseau social Truth Social. Comme à son habitude, Nicolas Maduro a été capturé et exfiltré du Venezuela, selon le président américain. Il affirme que les États-Unis ont mené une frappe de grande ampleur dans le pays. Les médias ici aux États-Unis parlent de l'aboutissement spectaculaire d'une campagne de plusieurs mois menée par l'administration Trump pour renverser le dirigeant vénézuélien. Dans un bref échange téléphonique avec le New York Times, le président Trump s'est félicité du succès de l'opération.
Beaucoup de préparation et beaucoup de troupes et de personnes formidables, vraiment formidables, a-t-il déclaré. Donald Trump a même parlé d'une opération brillante, je cite. Depuis la fin du mois d'août, le Pentagone amassait des troupes, des avions et des navires dans les Caraïbes. Et cela faisait des mois que Donald Trump multipliait les menaces contre le gouvernement de Maduro, gouvernement qu'il considère comme illégitime. Il l'accuse de liens avec des réseaux criminels liés au trafic de drogue, des accusations fermement rejetées par Caracas. Et oui, Gauthier, c'est vrai qu'on vient de l'évoquer, hein, il n'y a pas que le Venezuela qui est concerné, d'autres pays sont concernés. Et on pense aussi à la Colombie voisine qui a immédiatement réagi après ces frappes américaines. Est-ce que ça pourrait être la prochaine cible des États-Unis ? Ça pourrait être la prochaine cible des États-Unis, mais en même temps, il y a là quelque chose qui s'apparente à un réflexe presque pavlovien. Avec ce qu'on disait tout à l'heure, il est, pour un homme comme Gustavo Petro en Colombie, il est impensable de ne pas condamner le comportement américain, parce que tout ce qui ressort, et vous allez voir où je veux en venir, tout ce qui ressort, c'est cet aventurisme néo-impérialiste américain. Ça, c'est un mot dont on ne peut pas sortir, même quand on est une personnalité, disons, de centre-gauche. Ça joue très fort, ça joue très très fort, et c'est là encore, par rapport aux réactions, ou à l'absence de réaction que vous signaliez, où est la gauche ? La gauche internationale, au sens de celle qui, dans les années 70... La gauche française. Oh oui, entre autres, oui, on pourrait dire ça. Mais où est-elle, cette gauche qui, par exemple, était vent debout contre l'installation à Santiago du Chili du général Pinochet en 1973 ? Là, il y avait un sens de ce que pouvait être l'impérialisme. Aujourd'hui, vous voyez bien qu'il suffit à Trump de taper sur la table et avec des missiles pour qu'il se fasse entendre et pour qu'on se taise. Alors la question, je reviens à celle que vous posiez à propos de la Colombie, toute la question est de savoir jusqu'où la Colombie a une marge de manœuvre pour pouvoir s'exprimer. Parce que, là encore, on parlait tout à l'heure du Sud global. Ce Sud global, il apparaîtrait très vite comme une sorte de supercherie, parce que quand on est dirigé, excusez du peu, enfin qu'on prétend être dirigé par un Vladimir Poutine, qui est tout sauf le synonyme d'une émancipation. C'est quand même un tsariste qui prétend être la figure de proue d'un Sud malheureux et qui voudrait s'émanciper lui aussi. Il y a là un hiatus, mais c'est vrai que vous avez les Américains qui sont là pour, au fond, dire « mais votre idée de Sud global, nous la combattons, mais c'est un élément d'équilibre. » Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Ce que je crains le plus, c'est qu'au fond, on se retrouve dans des équilibres où chacun trouvera une forme de satisfaction, alors que c'est là qu'on fait mijoter en quelque sorte ce que vous disiez tout à l'heure, les conflits futurs, et qu'on aggrave les conflits présents. Tout le monde veut réagir à vos propos, Gauthier. Jean-Claude Beaujour, et je crois qu'après on va pouvoir retrouver notre correspondant à Bogota. Juste un mot de politique intérieure, parce qu'effectivement on parle de Donald Trump, on parle d'une situation internationale. Il ne faut pas oublier que Donald Trump est aussi un homme politique, est un président qui sera en campagne, qui va devoir suivre la campagne des midterms. Il a besoin d'envoyer des signaux tangibles à son électorat, à sa base. Pour l'instant, sur le plan interne, je parle de politique domestique interne, les résultats ne sont pas mirobolants. En revanche, il va pouvoir compter et dire à ses concitoyens, vous voyez, j'avais promis de redonner aux États-Unis sa grandeur. Je l'ai fait, je le fais sur le plan international. Et puis, le rapport avec l'Amérique latine, le rapport avec les latinos, c'est de dire aux latinos qui sont plutôt de plus en plus républicains, puis ceux qui sont de Floride sont très républicains parce que ce sont des anciens, souvent descendants de la communauté cubaine. Eh bien, il dit quoi ? Il dit, vous voyez, ce combat-là, eh bien, je le mène aussi pour vous, le combat de la liberté, le combat de la démocratie, je le mène pour vous. Et ça, c'est grandement entendu, ou ça peut être entendu par les électeurs et électrices entre guillemets latino de Donald Trump, et c'est cela qui est important, et ça va jouer puisqu'on rentre dans une séquence électorale où le président devra batailler fort pour pouvoir conserver sa majorité. Oui, trois choses, oui. La Colombie, c'est un pays fondamental, extrêmement stratégique dans cette relation-là, notamment avec les États-Unis, mais en Amérique du Sud. La Colombie, c'est un pays qui fait partie de ceux qui ont le statut de, ouvrez les guillemets, meilleur allié hors OTAN des États-Unis. Et pour autant, justement, sans mauvais jeu de mots, mais pour autant, le Gustavo Petro, qui est issu d'une guérilla
c'est pas le centre-gauche, du M19, qui est au pouvoir depuis 2022, a tout fait pour rompre cette relation avec les États-Unis. Il n'a plus de visa aujourd'hui, il est vraiment regardé de près par l'administration américaine, avec il a une double alliance. Nationalité, non, je crois. Non, il me semblait qu'il pouvait revenir quand même s'il avait fait ça. En tout cas, là, il peut plus. D'accord. Le pays est désertifié en matière de lutte contre le narco. 300 000 hectares actuellement qui permettent l'exploitation de la feuille de coca. On était à 143 000 quand Gustavo Petro est arrivé au pouvoir en 2022. Une rupture avec le premier fournisseur en armement de la Colombie, qui est Israël. La Colombie a rompu les liens avec Israël au lendemain des attaques du 7 octobre. Et qui plus est après. Donc on est dans une construction idéologique en contradiction totale avec les propres intérêts des pays. Et justement, Gustavo Petro, qui incarne une gauche, qui a été une gauche de combat, mais une gauche volontaire, mais il devait se consacrer au bien-être de la population. Or, on est totalement engagé dans une guerre anti-USA, désormais incarnée par Trump, incarnée par Israël, qui serait l'incarnation maléfique d'un Occident mauvais. Donc on est dans cette construction-là, intellectuelle, idéologique, et qui se traduit politiquement par des choix, et naturellement, ces choix y conduisent à ce type d'évolution. On va retrouver justement notre correspondant depuis Bogota, Maxime Pluvinet, qui est journaliste pour notre antenne en espagnol. Maxime, c'est vrai qu'on comprend que la Colombie suit de très près ces tout derniers développements, cette chute du régime Maduro ces dernières heures. Les militaires ont été déployés à la frontière il y a quelques heures déjà. Oui, bonjour, tout à fait. En effet, depuis la Colombie, en tant que pays voisin du Venezuela, bien, on suit tout particulièrement ce qui se passe depuis tôt le matin samedi. D'ailleurs, le président colombien Gustavo Petro a été l'un des premiers dirigeants latino-américains à réagir aux frappes américaines et aux opérations américaines en sol vénézuélien. Il a notamment partagé dès les premières minutes de l'opération sur son compte X une capture d'écran d'un groupe WhatsApp auquel il appartenait, décrivant point par point les effets de l'opération. Il a également partagé le communiqué de la République bolivarienne du Venezuela, quelques minutes aussi après le début de l'opération américaine en sol vénézuélien. Et évidemment, Gustavo Petro suit de près cette opération, car non seulement en dehors du contexte vénézuélien, également pour le contexte colombien, c'est très important, car depuis le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump, eh bien, les deux dirigeants ne s'entendent pas bien. Et en effet, avec Gustavo Petro, il y a eu plusieurs accrochages depuis le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump, notamment dès les premiers jours de son arrivée au pouvoir à Washington. Il y a eu un accrochage sur la question migratoire, avec le refus de Gustavo Petro de recevoir des avions militaires qui ramenaient en Colombie des expulsés en situation irrégulière des États-Unis. Depuis lors, presque tous les dossiers, les deux dirigeants se disputent sur presque tous les dossiers, en particulier celui de la politique américaine au Moyen-Orient et le soutien à Israël lors de la guerre de Gaza. C'est notamment en septembre 2025, lors de son discours à l'Assemblée générale des Nations Unies, que Gustavo Petro avait, dans les rues de New York, avait critiqué la politique américaine à Gaza, ce qui avait provoqué l'ire de Donald Trump. Et presque immédiatement après, Donald Trump avait décertifié la Colombie en matière de lutte contre la drogue. Il faut savoir que la Colombie, historiquement, en effet, est un grand allié des États-Unis en matière de lutte contre la drogue. Il faut penser par exemple au plan Colombie, qui depuis 2000 a été financé à hauteur de dizaines de milliers de dollars par les États-Unis, notamment pour former les forces colombiennes en matière de lutte contre le narcotrafic. Pourtant, depuis le retour de Gustavo Petro, il est vrai que les résultats de la lutte contre la drogue sont très minces. En Colombie, la surface des cultures de coca n'a jamais été aussi forte, et cela a servi d'argument justement pour l'administration de Donald Trump pour faire pression contre le gouvernement de Gustavo Petro, en particulier dans cette guerre dont le but affiché est la lutte contre le narcotrafic, qui a débuté, je le rappelle, en août dernier, avec diverses opérations. D'abord contre des bombardements contre ce qu'ils appellent narcolanchas, c'est-à-dire des embarcations accusées de transporter de la drogue, qui certes étaient principalement accusées de sortir depuis le Venezuela, mais ont été également
bombardés sur les côtes pacifiques au large de la Colombie. Gustavo Petro est donc dans une situation un peu difficile et suit de près la situation au Venezuela, en particulier à quelques mois de l'élection présidentielle qui aura lieu en Colombie en 2026. Maxime Pluvinet, merci beaucoup. Il est 13h53 à Paris. On a donc appris que Nicolas Maduro devra répondre aux États-Unis d'accusations liées à la drogue et au terrorisme. Nicolas Maduro qui a été capturé au petit matin, heure locale, à Caracas par des forces spéciales américaines. Les Américains qui ont mené des frappes aussi sur la capitale, mais aussi sur plusieurs régions du Venezuela. On ne sait pas pour l'instant où se trouve le président Nicolas Maduro et son épouse. Là, vous voyez des partisans qui sont rassemblés en ce moment à Caracas, qui demandent des preuves de vie, notamment du président. C'est la vice-présidente qui assure la continuité du pouvoir pour l'instant. C'est vrai que de très nombreuses questions ont été soulevées après cette opération américaine sur sa légitimité. Bien évidemment, le Venezuela a demandé une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et puis, les Européens appellent à ce que le droit international soit respecté. On l'aura compris notamment avec Jean-Claude Beaujour, à quel point c'est important, à quel point il va être important aussi pour la France de se positionner puisqu'elle est très présente dans cette région et très concernée par cette lutte contre les narcotrafiquants. Je vous remercie beaucoup de nous avoir accompagnés.